Bonjour à tous, je suis Maryse Leleu, présidente d'Ouvrir les yeux. Notre association est heureuse de vous annoncer la mise en place d'un nouvel essai clinique nommé METAB-OCT. Nous faisons appel au plus grand nombre car cette étude doit inclure 90 participants. Nous comptons donc sur vous pour relayer cette information aux personnes concernées et à celles-ci pour être ambassadrices dans leur famille. Vous avez un rôle clé pour soutenir la recherche. Merci à nos donateurs. C'est grâce à vous qu'OLI peut participer au financement de cet essai. Le docteur Christophe Orso et le professeur Pascal Régnier, ici présents, vont vous expliquer, lors de cette interview, pourquoi leur essai clinique est une chance de faire avancer la connaissance de la NOH de Leber. Messieurs, Ouvrir les yeux tient à vous remercier chaleureusement pour votre disponibilité, votre implication auprès des malades et de leurs familles, notamment au sein de notre comité médico-scientifique. Tout d'abord, docteur Orso, que souhaitez-vous mettre en évidence grâce à cet essai clinique? Dans la neuropathie optique de Leber, tous les traitements actuellement disponibles n'ont pas montré une grande efficacité. On est plusieurs cliniciens et chercheurs à penser que l'une des causes, c'est que les traitements sont donnés trop tard parce que la définition de la maladie n'est peut-être pas la bonne. On considère qu'il y a une neuropathie optique de Leber quand il y a une baisse d'acuité visuelle, mais on sait sur des données, des travaux qui ont déjà été faits, qu'il y a des anomalies de l'OCT qui surviennent plusieurs mois auparavant, et probablement est-ce un premier signe de la maladie. Nous cherchons avec cette étude des éléments pour revoir la définition de la maladie et essayer de préciser quand elle commence. Est-ce qu'elle ne commence pas plus tôt que la baisse d'acuité visuelle? Le but étant de pouvoir traiter, de pouvoir donner les traitements avant qu'il y ait une baisse d'acuité visuelle, avant que les cellules ganglionnaires ne souffrent trop. Si on attend qu'elles souffrent beaucoup, probablement on n'arrive pas à les relancer, alors que si on peut traiter avant la baisse d'acuité visuelle, avant qu'il y ait une dégradation de ces cellules, on pourrait protéger les cellules ganglionnaires, protéger le nerf optique et empêcher que n'apparaisse la baisse d'acuité visuelle. Mais pour ça, on a besoin de valider ces éléments sur des personnes qui ont la mutation de la neuropathie optique de Leber, mais qui n'ont pas déclenché ce qu'on appelle actuellement des porteurs sains et qui peut-être ne sont pas aussi sains qu'on le dit, mais ont peut-être déjà une certaine souffrance. C'est pour ça qu'on va séparer les groupes entre personnes qui ont des atteintes à l'OCT, des personnes qui n'ont pas d'atteinte à l'OCT. Et on va rechercher des éléments biologiques sur lesquels on reviendra dans ces différents groupes. Et puis on verra sur une année comment évolue l'OCT, comment évolue l'acuité visuelle. Donc le but, c'est vraiment de rechercher chez des gens qui n'ont pas encore déclenché si on peut trouver des éléments cliniques et biologiques qui nous permettent de dire la maladie commence plus tôt, il faut traiter plus tôt. Et actuellement, nous ne pouvons pas traiter plus tôt parce qu'on considère que ces patients qui n'ont pas encore de baisse d'acuité visuelle ne sont pas malades, ce qui est peut-être faux. Donc, à qui cette étude peut-elle être utile, docteur Orso? Alors, c'est une étude qui a été déclarée au Comité de protection des personnes. C'est une étude qui est totalement réglementaire et qui est dite sans bénéfice direct. C'est-à-dire que les personnes qui vont participer n'auront pas leurs résultats, mais on va regrouper les prélèvements des différents patients qui sont dans les groupes et qui seront traités en même temps. Parce que pour ce genre d'analyse de métabolomique, on a besoin d'un grand nombre de participants et on ne peut pas encore faire la métabolomique personne par personne. Donc, en fait, les participants n'auront pas un résultat,
mais l'étude servira pour l'ensemble de la communauté, des personnes qui ont l'une ou l'autre des mutations de l'ADN mitochondrial qui causent des neuropathies optiques de Leber, et ça sera pour finalement les patients ultérieurs pour débuter plutôt le traitement. Mais je vais passer au professeur Régnier la parole pour expliquer tous ces phénomènes, toutes ces recherches métabolomiques et comment elles se passent et ce que l'on recherche plus précisément. Merci. Donc effectivement, ce qui est important, c'est la notion de biomarqueur. Et par exemple, la détermination de la mutation responsable de la maladie de Leber, ça c'est un excellent biomarqueur parce qu'une fois que la mutation est bien identifiée, ça permet de pouvoir lancer tout ce qui est prévention, traitement, études familiales. Donc c'est un biomarqueur qui affirme bien la situation de la famille et du patient. Alors, depuis quelques années, à Angers, nous, on s'est investi sur une approche qui s'appelle la métabolomique, qui est un puissant outil de recherche de biomarqueurs, de nouveaux biomarqueurs. Et l'idée ici, c'est d'aller chercher d'aller à la recherche d'un biomarqueur qui permettrait de prédire le fait que les patients vont déclencher ou non l'atteinte du nerf optique. Donc, la métabolomique, ça consiste à doser beaucoup, on en dose plus de 500 molécules, qui sont des molécules du vivant, hein, qu'on retrouve dans le sang ou dans différents liquides biologiques. Et puis ensuite, donc ça, c'est de la biochimie, ça se fait avec un spectromètre de masse. Et à partir de ce grand nombre de dosages qu'on réalise, c'est un outil statistique mathématique qui va permettre, par les statistiques en comparant deux groupes, d'essayer de faire émerger des molécules qui distinguent un groupe par rapport à l'autre. Donc là, donc en 2021, on a publié une première étude avec Christophe Orso dans le journal Human Molecular Genetics, et ça a consisté à étudier par métabolomique la différence de composition biologique dans le sang des patients qui avaient maladie de Leber par rapport aux patients de contrôle sain. Et donc, on a identifié une signature, c'est-à-dire des traces biologiques, une empreinte du fait que les gens avaient la maladie de Leber et qui comportait 13 molécules. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'on avait un outil assez puissant et qu'on pourrait essayer de rechercher un biomarqueur beaucoup plus fin, ce biomarqueur consistant à essayer de prédire si les personnes qui sont porteuses des mutations de la maladie de Leber avaient un fort risque de déclencher ou pas l'atrophie du nerf optique. Donc l'étude est designée de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord un excellent travail de clinique qui consiste à identifier les groupes de patients. À partir de là, un prélèvement est fait chez le patient et ce prélèvement de sang va nous permettre de doser des molécules. Donc avec spectromètre de masse, plus de 630 molécules, on va doser. Et ensuite, avec les collègues biostatisticiens, on va essayer de faire émerger une signature caractérisant les gens qui sont plus à même de déclencher que les autres. Et donc, dans cette signature, il y aura un certain nombre de molécules. Parmi celles-ci, on va se poser la question, est-ce qu'on pourrait ici avoir un candidat biomarqueur dans le futur, c'est-à-dire d'essayer de trouver une analyse qui permettrait de mesurer un peu ou beaucoup le risque des patients de déclencher l'atteinte du nerf optique. Merci à vous. Est-ce que la participation à cet essai clinique risque de retarder la prise en charge en cas de survenue de la maladie? Non, il faut bien comprendre que ça ne change rien à la prise en charge telle que nous pouvons la faire actuellement et à ce que la réglementation nous autorise à faire. C'est-à-dire que si vous êtes porteur sain et que vous commencez la maladie, il y aura une baisse d'acuité visuelle et on peut mettre en route le traitement. Ce protocole va permettre de rechercher, mais au niveau de groupe de 15 patients, du sang de 15 patients, s'il y a des biomarqueurs. Donc on ne saura pas pour une personne précisément s'il y a un élément en faveur
d'un déclenchement, d'un risque élevé de déclenchement. Donc, on ne change rien avec cette étude à la prise en charge telle qu'elle est autorisée actuellement. Le but, c'est de trouver des biomarqueurs pour qu'à l'avenir, on puisse justement prendre en charge plus précocement et amener ce traitement plus précocement et éviter d'avoir à attendre la baisse d'acuité visuelle. Donc, pour les participants, cela ne change absolument rien à ce qui serait fait s'ils ne participaient pas. On ne change en rien la manière dont on va le prendre en charge. Et si, au cours de l'année, il apparaît une baisse d'acuité visuelle, on mettra en route le traitement et c'est quelque part presque ce qui est attendu. On sait qu'il y a des personnes qui sont porteurs saines et qui probablement vont peut-être malheureusement déclencher. Actuellement, nous ne pouvons rien faire face à un patient qui a sur la tomographie en cohérence optique, l'OCT, un petit œdème de la papille, ou qui a sur le champ visuel une petite altération. S'il a encore 10 dixièmes, on considère qu'il n'y a pas de neuropathie optique de Leber et traiter serait considéré comme du préventif et on ne peut pas donner la Raxone, on ne peut pas faire la thérapie génique en préventif. Il faut attendre que la personne ait déclenché. Donc, véritablement, cette étude est une étude qui permettra de trouver à l'avenir, on l'espère, mais dans les années à venir, des éléments pour traiter plus précocement. Il n'y a vraiment aucun risque qu'il y ait de retard à ce que l'on peut faire actuellement. Très bien, docteur Orso. Et qui peut participer à cette étude clinique? Alors, toute personne qui a dans sa famille du côté maternel un patient porteur de neuropathie optique de Leber génétiquement prouvé, on dit et dont l'âge est compris entre 18 et 60 ans pour des questions administratives, parce que sinon avant on est dans la pédiatrie, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, on dit génétiquement prouvé parce que il y a eu une époque où on avait le diagnostic de neuropathie optique de Leber un petit peu facile et on s'est aperçu que quand on teste des personnes qui étaient dit Leber, on trouve d'autres gènes qu'on ne connaissait pas il y a 10-15 ans. Donc, il faut que la neuropathie soit génétiquement prouvée. Si dans la famille, ça n'a jamais été recherché, on pourra toujours rechercher chez les personnes qui viennent s'ils sont porteurs de l'une ou l'autre des différentes mutations qui existent, puisque cette étude porte également sur l'ensemble des mutations des neuropathies optiques de Leber. Donc, être d'une famille, d'une personne qui a une neuropathie optique de Leber entre 18 et 60 ans, quelle que soit la mutation, et on pourra la rechercher, et plusieurs personnes d'une même famille peuvent venir. S'il y a un homme qui est atteint et qu'il a 3 sœurs qui souhaitent être incluses, il n'y a aucun problème. Si des cousins, des cousines du côté maternel souhaitent l'être aussi, ça ne pose aucun problème. Au sein d'une même famille, il peut y avoir autant de personnes que voulu. Alors, merci pour ces précisions, docteur Orso. Et alors, comment ça va se dérouler concrètement pour les participants? Alors, c'est une étude qui est dite monocentrique, c'est-à-dire qu'elle n'est réalisée qu'à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est à Paris, dans le 15e, avec des moyens de transport assez faciles, des possibilités de parking à côté. Et il y a quatre, mais les 2 premiers éléments peuvent être faits en même temps. Donc, on va dire 3 visites et demie. Il y a une visite
d'agrément où on précise aux gens ce qu'il en est, et ceci peut presque se faire le même jour. C'est toléré, on fait signer un consentement, et puis il y a une mesure de l'acuité visuelle, une mesure de la tomographie par cohérence optique, l'OCT, et une prise de sang et un recueil de larmes. Le recueil de larmes, c'est simplement un petit buvard qu'on met dans le cul-de-sac en tirant sur la paupière inférieure. On laisse le petit buvard pendant 3 minutes. Et puis, il y a une prise de sang, mais une prise de sang, finalement, c'est pas douloureux, c'est quelque chose qui est habituel. Donc, c'est l'examen qui sera le plus long, et on refait un contrôle de l'acuité visuelle et de l'OCT à 6 mois et à 1 an. Comme c'est du monocentrique, tous ces examens doivent se faire ici. Quand on est de province, quand on est une famille, on peut, en nous prévenant, réaliser les examens chez plusieurs personnes le même jour. On a juste des contraintes horaires parce que les prélèvements, la première fois, vont devoir être ce qu'on appelle techniqués. Le laboratoire qui les reçoit doit réaliser quelques préparations. Donc, il faut qu'il soit ouvert, donc c'est à partir de 9 heures. Et puis en fait que dans la matinée. Mais de préférence, il faut venir le matin tôt parce qu'il faut venir à jeun depuis la veille pour des questions de qualité du prélèvement que va mieux vous expliquer le professeur Régnier. Alors, en effet, ces échantillons qui vont être prélevés sur le sang et les larmes sont en fait très précieux et ils vont déterminer la puissance de notre étude. Donc, il faut qu'on limite vraiment toutes les variations et souvent la prise alimentaire modifie le métabolome et pourrait entraîner des différences que l'on n'attend pas. Donc, sur ce critère de prélèvement à jeun le matin, déjà, on limite les variations qui pourraient parasiter notre étude. Donc ensuite, l'échantillon va partir dans un centre de ressources biologiques, qui est une structure agréée, qui va anonymiser l'échantillon. Donc il y aura un code anonyme sur les prélèvements. Le sang va être centrifugé, c'est le plasma, le surnageant qui va être récupéré. Et donc toute la collection va se constituer dans ces CRB, centres de ressources biologiques. Et ensuite, le CRB de l'hôpital européen Georges Pompidou va envoyer dans la carboglace, alors tous les échantillons seront conservés dans les congélateurs, et ensuite ce sera envoyé dans la carboglace au CRB d'Angers. À partir de là, l'équipe d'Angers prendra le relais. Lorsque tous les échantillons auront été collectés, l'étude sera globale sur l'ensemble des échantillons par métabolomie. Merci encore. Alors, de combien de participants avez-vous besoin et quelles seront les dates clés de cette étude? Alors, on a besoin de 90 participants répartis en plusieurs groupes. Comme le risque de déclencher la maladie est différent chez les hommes et chez les femmes, on va séparer les hommes et les femmes parce que les marqueurs ne sont peut-être pas exactement les mêmes. On a évoqué des facteurs préventifs des oestrogènes chez les femmes. Enfin, il peut y avoir des différences entre les hommes et les femmes, donc on préfère faire 2 groupes. Et puis, on va faire des groupes de témoins volontaires sains et des groupes où, sur l'OCT, on a une papille qui est normale et un groupe où on a une papille où il y a des signes de souffrance, un petit gonflement. Et à raison de 15 personnes par groupe, eh bien, au total, ça fait 90. On avait prévu un recrutement sur 6 mois. On a peut-être été un petit peu optimiste avec les vacances, avec des difficultés, et on va demander une extension de période de recrutement. Mais comme l'a dit tout à l'heure le professeur Régnier, on ne traitera les résultats qu'à la fin de cet ensemble de recrutement, quand on aura tous les patients. Donc, c'est la date clé pour la recherche clinique, et on a déjà inclus une personne, mais ensuite, l'analyse va être après cette période clinique, et je passe
au professeur Régnier qui va nous dire de combien de temps il a besoin pour cette recherche métabolomique. Donc, effectivement, je faisais le calcul à l'instant. Donc, 90 patients avec le plasma qui est issu du sang et les larmes. Dans chacun de ces échantillons, on va doser 530 métabolites et je faisais le calcul, ça fait plus de 100 000 dosages qui vont être réalisés, mais de manière très automatisée avec des kits. Enfin, donc, en général, c'est une étude qu'on peut conduire sur le plan des dosages environ en 2 mois. Donc, une fois qu'on a collecté tous les échantillons, et puis ensuite rentrent en jeu les mathématiciens, les statisticiens qui vont essayer de trouver ce qu'on appelle un modèle permettant de prédire. Donc là après c'est du et aujourd'hui mes collègues qui font ça au laboratoire s'intéressent aussi beaucoup à l'intelligence artificielle qui permet aussi de traiter les données et d'essayer de déterminer des modèles prédictifs en fait. Donc ça peut durer plusieurs mois, je dirais 4 mois. Donc au total, la partie qui sera réalisée entre les dosages et puis les analyses statistiques, c'est à peu près 6 mois. Très bien. Et comment se fait la prise en charge financière de la participation à cette étude? Comme c'est une étude qui est prise en charge par l'association, il est admis dans ce cadre que les visites qu'on appelle normales, celles qui rentrent dans la prise en charge normale, soient considérées comme ce qu'on appelle du soin courant, c'est-à-dire que les déplacements sont pris en charge par la sécurité sociale. Vous venez voir un ophtalmologiste spécialiste dans la neuropathie optique de Leber qui fait un examen et donc c'est la sécurité sociale qui rembourse le déplacement. Et puis la visite de pré-inclusion peut se faire, je vous l'ai dit, le même jour que l'inclusion. L'idéal, c'est qu'on puisse le faire par visio quelques jours avant. Ça nous permet de vérifier que la mutation est bien connue, qu'il ne faut pas la retester. Ça nous permet de vous envoyer ce qu'on appelle la lettre d'information qui vous donne toutes les données sur le protocole. On vous envoie également par mail le consentement que vous puissiez le lire et à la première visite, vous le signez. Et puis, il y aura simplement la visite à 6 mois qui, pour l'instant, n'est pas financée dans le cadre de cette recherche, mais peut-être y aura-t-il des solutions qui pourraient être trouvées pour les personnes qui vraiment à qui cela poserait des problèmes. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de solution pour le faire parce que, hormis l'association Ouvrir les yeux et peut-être la participation de GenSight, nous n'avons pas de budget, mais c'est un budget qui ne couvre d'ailleurs que la partie des soins cliniques, mais pas les transports en l'état actuel. Docteur Orso et professeur Régnier, un immense merci à vous deux pour la mise en place de cet essai clinique et pour vos explications. Comment nous contacter pour résumer? Alors, si vous êtes porteur sain de la NOH de Leber et que vous avez entre 18 et 60 ans, merci de contacter au plus vite l'association Ouvrir les yeux par email à metaboct@ouvrirlesyeux.org ou par message vocal sur notre répondeur téléphonique au 03 66 98 03 29. Nous insistons à nouveau, c'est grâce à vous qui nous regardez, grâce à votre mobilisation que cet essai clinique pourra être réalisé. Et c'est aussi grâce à vous que la connaissance de la maladie peut faire un bond en avant. L'association Ouvre les yeux vous remercie par avance.